Bonjour tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de monde, je dois l'avouer. Il y a uniquement les fidèles amis, et ça me fait très chaud au cœur. En fait, mon intention était d'inviter surtout les responsables publics. Je crois qu'on a travaillé pendant des années, on a des expériences, on a des choses à dire, on a des constats à faire au niveau social, et on espérait que le gouvernement mette en avant, voit un peu toutes les problématiques autour de la famille. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les semaines, les violences les plus brutales sont liées à des conflits familiaux, les problèmes de rupture d'enfants. Par exemple, la Belgique était un pays traditionnel, conservateur, et c'est un pays qui a connu la plus grosse pente de croissance des divorces au cours de ces dernières années. Je parle bien sûr des années 2010. Et donc, on a aussi un autre taux qui n'est pas connu, c'est celui du taux d'orphelinage. Nous avons en Belgique 23%, ce sont des chiffres de 2010. On a combien, qu'est-ce que je veux dire, 23% des enfants sont coupés d'un parent, 23% en Belgique. Il est de 21% en Hollande et 19% en France. Donc on était légèrement supérieur, alors qu'on était quand même un pays plus conservateur que les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi je peux donner une hypothèse. Pour moi, l'expression est dans la loi. La loi, elle dit ça, mais à partir du moment où vous faites une exception à la loi, eh bien, toute la comédie judiciaire, c'est de jouer dans cette exception de la loi. Et donc, on joue en fait pour rompre pour essayer de montrer qu'on est dans un cas exceptionnel et qu'on ne respecte pas. Alors, je parlais tout à l'heure avec Bernard, et quand on a vu qu'il y avait peu de monde, parce que ça c'est très désolant, c'est très désolant. Je veux dire, ma communication était destinée au ministère de l'Intérieur, à la Ligue des familles, à l'Observatoire des familles, au service d'aide et de protection de la jeunesse. Donc ces gens-là, j'avais envie de leur transmettre une communication, la place du père dans la famille, dans la production, dans la croissance, dans la construction de l'enfant, etc. Et malheureusement, n'ayant peu de gens, donc ma remarque avec Bernard était de dire que la culture est vraiment le pion éjectable. C'est-à-dire que quand on n'a plus d'argent, quand on est en crise, la première sanction, c'est l'intellectualisme, c'est la culture. Or, nous en avons besoin. Il n'y a pas une production immédiate, mais une production à long terme. Il y a un constat. Réfléchir sur une société, sur son évolution est très important. Et malheureusement, les responsables publics qui sont destinés à observer, à écouter, à être à l'écoute du civil, de voir ce qui se passe, ce qui va mal, malheureusement, ce n'est pas une opinion que je suis en train de réciter, c'est vraiment une expérience humaine. J'ai édité ce premier livre en 2013, qui s'appelle Au cœur du masculin, et qui regroupe un peu toutes les opinions et les sentiments de père dans la crise. Bon, je n'ai pas pu faire la promotion en 2013, donc je l'ai réédité une deuxième fois. Je l'ai réédité en 2017. Mais bon, il n'y a pas eu de succès et mon éditeur a fait faillite. Alors je réédite une troisième version et c'est la présente version que je présente aujourd'hui. Et je dois vous dire qu'il n'y a rien d'individuel ou d'égoïste. Vous savez, je perds de l'argent à produire ça et ce n'est pas une histoire personnelle. C'est le récit de plusieurs gens. Donc ce sont des récits personnels qui regroupent des problématiques sociales. Donc on s'imagine que la culture, c'est ce qu'il y a de moins nécessaire, donc on sabre sur la culture, sur l'intellectualisme. Est-ce que la culture est le moins nécessaire? Non, elle ne l'est pas, car elle nous permet de décrypter les nœuds sociaux dans une société. Un des nœuds sociaux importants, c'est la question de la famille, la question de la reproduction, la question de l'épanouissement, la question du développement de cette famille, de ses enfants, etc. Voilà. Est-ce que nous avons en Belgique un observatoire des familles? Est-ce que nous avons quelque chose qui observe ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le service d'aide à la jeunesse, mais le service d'aide à la jeunesse et de protection à la jeunesse interviennent dans la crise. Ils interviennent quand ça va mal. Et en fait, il faut travailler dans la prévention, il faut préparer. La Ligue des familles, c'est pareil. Ce n'est pas une institution qui est là, qui a un pouvoir d'exécution, d'aide, d'encadrement, etc. Donc, voilà, la culture, le point faible de l'appauvrissement d'une société, le nœud social de la famille. Alors, un autre sujet que je voulais évoquer, c'était l'origine de l'engagement. Pourquoi est-ce que moi, je me suis engagé dans cette affaire?
Ben, il faut savoir que tout a commencé avec une décision judiciaire. J'ai été convoqué pour la première fois de ma vie devant un tribunal, ne sachant pas ce qui allait se passer, n'étant pas conscient des enjeux et n'ayant aucune culture du divorce et de la séparation. Pour moi, le divorce, j'ai jamais dramatisé. Ça existait autour de moi, mais c'est une bagarre de couple, une séparation, mais je n'ai jamais rien vu de dramatique. Il a fallu que j'arrive dans cette audience judiciaire, arriver à une convocation, à une audience que je n'ai pas sollicitée, et quand je ressors, je suis relativement confiant, puisque je me suis retrouvé un peu comme un anti-héros dans une comédie dramatique, et on m'accusait de tout. Je me suis dit, mais le juge va voir clair. Eh bien, pas du tout. 3 semaines après, je reçois une décision. Cette décision me demande de déguerpir de chez moi, de laisser mes enfants qui avaient 2 ans, 4 ans et 9 ans, ils étaient très jeunes. Comment est-ce qu'un juge peut dire vous évacuez les enfants, au nom de quoi? Il n'y a aucune preuve, aucune violence, aucune attestation qui justifie des décisions aussi brutales. Et entre autres, le droit de visite n'était pas défini. Par contre, j'étais immédiatement condamné à payer une pension alimentaire et que si jamais je voulais un droit de visite, il fallait que je remette mes passeports à l'avance. Donc je viens à une audience où je n'ai rien demandé et je ressors avec une décision. Et si je ne respecte pas cette décision, c'était une entrave à la loi et donc directement prison. Et mon avocat me dit, c'est un jugement classique. Un jugement classique. Donc les gens qui ne connaissent pas, ils tombent des nues. Enfin bref, quand je suis sorti de là, il a fallu que je trouve de l'aide. J'ai cherché de l'aide. Je n'ai rien trouvé. Et alors, je me suis engagé à m'aider avec une structure, et cette structure pouvait m'aider et aider d'autres papas. Essentiellement des papas. Il faut être honnête, il y a certaines mères qui sont concernées, mais c'était surtout des papas. Donc n'ayant pas trouvé d'aide, j'ai créé une structure avec un psychologue, avec un médiateur, avec un juriste, avec un aidant qui vous aide à argumenter, à rédiger les conclusions pour aider l'avocat. On faisait aussi une liste des avocats qui étaient recommandables, qui étaient recommandés. On essayait d'avoir des avocats spécialisés dans la défense des pères. Et voilà. J'ai fait des ateliers de lutte contre la violence intérieure, c'est-à-dire des gros groupements de papas, où chacun parlait de son expérience, et on voyait comment les autres réagissaient et comment est-ce qu'eux auraient réagi. Donc on avait un groupe de 12, et c'était très intéressant parce que, pour savoir comment on pouvait s'en sortir. Et il n'y avait rien à faire. Les 12 solutions tombaient dans l'impasse. Donc vous voyez que ces luttes de violence intérieure faisaient du bien individuellement, mais elles n'apportaient pas de solution, et on se demande à quel moment on a fauté. Donc j'ai fait une structure pour m'aider et pour aider d'autres gens, et cette structure a eu des papas qui sont venus, et nous avons entretenu entre nous une solidarité, beaucoup d'amitié, c'était très chaleureux, mais bon, il faut savoir que toutes ces affaires se terminaient toujours très mal. Il faut se rendre compte du taux de suicide qui est très élevé, des maladies précoces, des accidents indirects. Alors moi j'ai pu écouter toutes ces histoires tant que j'étais dans la souffrance et dans l'injustice. Donc je pouvais le faire. Mais on ne peut pas faire ça éternellement parce que c'est un monde extrêmement douloureux, très dur, d'entendre la souffrance des gens et de savoir que ça se termine très mal. Et en 2007, je ne pouvais plus tenir cette antenne. D'abord, il y avait la spéculation immobilière sur Bruxelles. Et puis, j'avais pas de salaire, la demande était forte, et je ne pouvais pas continuer. J'avais pas d'écoute, j'avais pas d'entente. Donc j'ai dû arrêter. Et en plus, ma situation personnelle s'était améliorée. J'ai commencé à avoir des décisions judiciaires un peu plus égalitaires. Donc je pouvais voir mes enfants dans de meilleures conditions. Donc notre communication a changé et nous nous communiquons surtout par email. Et puis ces emails étaient extraordinaires. Vraiment, ils étaient forts d'intensité, d'émotion, parce qu'ils ont été rédigés dans la souffrance. Et donc j'ai gardé tous ces emails et je me suis dit, il faudrait qu'un jour je publie ces travaux parce que c'est trop fort, c'est très fort. Et c'est ce que j'ai fait en 2013 en publiant donc ce premier livre, première édition, à petit tirage, hein, au fur et à mesure des demandes. Et ensuite j'ai fait un deuxième tirage quand ça allait mieux, et maintenant
que j'ai un peu plus de disponibilité. J'ai envie vraiment de transmettre un message public. Et c'est pour ça que je réédite ce troisième message à l'autorité publique. Alors, la structure de ce livre, si donc ce livre que je vous présente, si vous allez à la fin, vous allez trouver la table des matières. Et dans la table des matières, vous trouvez 17 sujets. Dans l'ancienne édition, il y en avait 20. J'ai dû sabrer sur l'arnaque statistique parce que mon éditeur me disait on ne peut pas dépasser 500 pages. Donc j'ai enlevé les derniers chapitres. Donc dans la nouvelle édition, il y a 17 chapitres. La violence psychique, le suicide au masculin, le nœud conflictuel, le dilemme d'Adam, ça revient aux ancêtres, comment les sociétés traditionnelles géraient les problèmes familiaux, quel masculinisme, parce que c'est une accusation qu'on nous lance facilement, le calvaire de Typhon, Typhon c'est le petit enfant qui est pris dans la tempête, dirait-on, les nouvelles formes d'oppression, les dérives du droit, les créances alimentaires, les rapts parentaux, la vérité judiciaire, sur quelle base, sur base de quelle formation la décision judiciaire dit-elle sa vérité. Le légasisme, c'est un mot qui a été inventé par Pascal Dazin et qui parle d'un système d'oppression. Le familing concerne les psychologues privés qui sont chargés de faire des expertises, donc les fameuses expertises. Le mouvement international des pères, le mouvement belge des pères, face au féminisme et la violence conjugale. Donc, dans cette nouvelle version, alors vous avez toujours un texte principal, et à la suite de ce texte, il y a des échanges. Et donc les échanges sont numérotés. Donc c'est un livre qui ne se lit pas au début jusqu'à la fin, mais il se lit comme vous voulez. Vous le feuilletez, et à chaque fois, en fonction des auteurs, il y a des auteurs que vous appréciez plus que d'autres, chacun a un style personnel. J'essaie de respecter le style des gens. En tout cas, ce que vous voyez, alors ça s'appelle Au cœur du masculin, parce que le masculin ne pleurniche pas, et on a eu de très très belles fêtes, mais de très très belles fêtes qui se terminaient souvent très mal pour certains individus, c'est-à-dire que l'homme est joyeux, il est heureux, il est plaisant, et puis il porte malgré tout une grosse souffrance, et donc c'est une expression qui est très différente, et c'est pour ça que nous avons eu des moments de grande chaleur, mais derrière tout cela, il y avait une grosse souffrance qui parfois se terminait mal, et c'est pas la peine que je vous donne des détails, et donc c'est un livre plein d'humour, plein de colère, plein d'expressions, d'argumentation. Je vous dis encore une fois, il est facile à lire. Vous prenez toutes les pages, vous lisez. Il y a des débats, il y a des échanges. Voilà, je vous en souhaite une bonne lecture. Autre chose, les journalistes sont l'instrument civil. C'est-à-dire, vous êtes l'intermédiaire civil. Je les ai invités, il n'y a aucun journaliste. Bon, évidemment, c'est probablement inintéressant. Il y a une erreur quand même de ne pas venir écouter, entendre ce qui se passe au niveau social. Je trouve qu'il y a une erreur professionnelle. Vous êtes à l'écoute, vous êtes le porte-parole du civil face aux instruments du pouvoir. Vous voyez que les gens du pouvoir ne sont pas là, même s'ils sont très volontaires, comme l'exprime notre nouveau gouvernement, très très volontaires pour vous faire saigner, oui, mais pour écouter les problématiques sociales, pour voir ce qui ne va pas, ils ne sont pas là, et c'est une très grosse déception pour ma part, alors que cette réunion était vraiment destinée à leur égard. Je voulais mettre en avant la problématique familiale. Il faut comprendre, il faut arrêter de dénoncer ceux que vous ne connaissez pas. Et autre chose, je suis un universitaire. Donc je ne fais pas un travail d'engagement personnel, je fais un travail scientifique. J'ai rapporté une connaissance le plus objectif que possible, et pour porter un savoir. Et mon intention aujourd'hui était aussi de faire valoir un nœud social. Alors bien sûr, je suis un indépendant, je suis l'initiateur de cette initiative, je ne l'aurais jamais entreprise si je n'étais pas tombé dedans, donc il a fallu vraiment que je passe par là pour voir combien une carrière professionnelle peut être cassée, une vie ruinée, des enfants qui risquent d'être mal construits, et il faut être là plus que là pour essayer de sauver ce que l'on peut sauver. Donc je suis le propre ordonnateur de ces travaux,
Et je pense que vous auriez pu me faire la politesse d'être présent. Et voilà. Donc je termine sur cette déception avec mes quelques amis fidèles qui sont là. Et je vous dis merci. S'il y a une question peut-être. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a que plus le temps passe, j'ai l'impression, hein, c'est ma réflexion, plus le temps passe, plus les familles explosent, plus il y a ce fossé qui se creuse et qu'on se retrouve, malgré nos âges, nous avons des générations qui viennent après nous, et j'ai l'impression que le problème empire parce que je vois de jeunes couples qui se séparent dans des affrontements qui sont devenus violents. Il y a une violence qui, chacun d'entre eux prend parti pour une seule cause, alors que les enfants qui sont au milieu de tout ça, mais subissent cette perte de repères. Donc est-ce que tu ne sens pas, est-ce que tu sens que plus le temps passe, plus au niveau des enfants qui sont l'héritage de notre société, il y a cette perte de repères? Moi, je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est même pire. C'est-à-dire que les jeunes n'aspirent pas à avoir des enfants. La plupart des adultes d'aujourd'hui sont des enfants du divorce, de la séparation, donc ils vivent leur pleine vie, avec leurs petits chiens éventuellement, mais faire des enfants ou tenir une famille, je crois qu'inconsciemment ils ont un traumatisme, c'est pas un idéal, mais ce qu'il faudrait peut-être leur dire, c'est que si on s'est battu, c'est parce qu'on aimait nos enfants. Et ça, ils ne le savent pas. Et il y a eu des conséquences, c'est-à-dire que les divorcés sont déjà des parents d'aujourd'hui, ils sont déjà des enfants uniques, et je crois que la Belgique a connu ça. Les Belges, ou comment on les appelle, ne se renouvellent pas, mais ils savent pourquoi ils ne se renouvellent pas. Ils ne se renouvellent pas parce qu'ils ont un modèle de divorce, de conflit, de séparation. Donc ils n'aspirent pas à ce modèle-là. Alors que le système économique continue à fonctionner, eux n'aspirent pas à avoir des enfants. Ce n'est pas un idéal pour eux. Ce n'est pas une réflexion uniquement belge. Quand tu vois dans des pays qui étaient la locomotive de l'Europe, comme la France ou même comme l'Allemagne, où le taux de naissance a chuté parce que peut-être que nos politiques n'ont pas mis en place cette motivation pour inciter les jeunes couples à avoir des enfants. C'est clair que la question de la démographie est vraiment un point essentiel. La question de faire des enfants n'est plus à l'ordre du jour, n'est plus dans l'enthousiasme, dans l'intention des jeunes. Les jeunes se marient de moins en moins. Vraiment, les enfants sont quasi accidentels. La référence parentale n'est plus là. Mais qui doit parler de ces choses-là? Mais nous sommes témoins de l'histoire, nous sommes là aussi pour en parler parce que nous avons tous un vécu, que ce soit moi, que ce soit Jean-Marie, on a un vécu en tant que papa brisé, en tant que papa renouveau, parce que quand tu te bats pour que tes droits soient respectés et que l'amour que tu as pour tes enfants puisse fleurir, je crois qu'il ne faut pas arrêter de se battre. Oui, ce que je voulais dire, c'est que nous faisons le constat. Nous, toi et moi, nous faisons le constat. Mais est-ce que l'État le fait? C'est lui qui doit observer le développement de ce pays, le renouvellement de ce pays. C'est lui qui doit le regarder. Il ne faut pas seulement faire le constat. Il faut faire la cause du constat. Pourquoi est-ce que ça se passe? Et que faudrait-il faire pour que ça change? Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que la chute de la natalité est généralisée dans les pays occidentaux. Et pourquoi qu'est-ce qu'on constate qui se passe dans les pays occidentaux? Ils sont tous soumis à l'idéologie féministe. Donc de là à faire le pas de dire que le féminisme est responsable de la chute de la natalité, pour moi c'est une évidence. Et donc tant que